Donc il a fait un aller-retour et son objectif était manifestement d'aller en Chine. Probablement sous-estimait-il le trajet et probablement n'avait-il pas la tendance, en particulier au point de vue traduction, qui lui permettrait d'aller en Chine. En tout cas, il va revenir ici sur la côte occidentale et sur la zone que j'ai marquée en rouge ici, qui est le Malabar. Il va prêcher de 50, donc après son retour 53-54, jusqu'à 62. C'est-à-dire, il va prêcher pendant 2 ans et il va fonder 7 églises avec 2 évêchés, tout un ensemble de prêtres, de diacres, et avec, dit-on, plus de 2000 miracles. De là, il va partir à Ceylan, qui est là, à Tapropan, et de Tapropan, il va partir pour faire la grande expédition vers la Chine. Donc il part en 64. Or, qu'est-ce qui se passe en 64 ? Il se passe, nous racontent les chroniques chinoises, quelque chose d'extrêmement important, puisque les chroniques chinoises des empereurs ne racontent pas toutes les histoires, sont relativement très sommaires. Chaque empereur, comme il dit, tient 3-4 pages, pas plus que ça. Or, dans ces 3-4 pages, nous avons un paragraphe entier relatif à un songe de l'empereur. Alors on va regarder ce songe de l'empereur, parce qu'il est représenté sur une paroi rocheuse, et donc on en a la trace explicite, à la fois dans les textes, le Wuangshu, et gravé sur un des éléments donc, que j'ai identifié. Donc en haut, vous avez le texte des chroniques chinoises qui vous parle de l'apparition. Voilà le texte exact. C'est le texte en haut. Voilà le texte en haut. Et que dit ce texte ? En 64, l'empereur Mingdi eut une apparition sous la forme d'un songe. Mais on sait qu'il y avait beaucoup que les empereurs avaient des interpréteurs de songes, de rêves, de machins, etc. Il n'y a que celui-là qui est conservé, donc ça a dû le frapper suffisamment. Il a vu apparaître auprès de lui. Le voilà. Alors ça, c'est la sculpture, ça, c'est l'interprétation qui en avait été donnée dans un premier temps, et voilà l'interprétation que je propose, une de ces 2 interprétations, suivant la façon de l'éclairage. Par exemple, vous voyez ici, on devine la crosse d'une épée ou d'un poignard que j'ai porté ici, alors que là, ni là, dans un autre éclairage, on ne voit ce poignard. Dans les 2 cas, il semble légèrement effrayé. Dans la présentation ici, il ne regarde pas l'apparition. Cette apparition, c'est un homme dont le texte nous dit qu'il était grand de près de 2 mètres, lumineux, avec une auréole aussi brillante que le soleil. Vous voyez ici l'auréole. Et qu'il était avec des cheveux et une barbe blonde ou châtain, ça dépend comment on interprète le mot, blonde ou châtain, donc un homme grand, blond ou châtain, avec une teinte de peau elle-même légèrement blonde, c'est-à-dire légèrement brune, mais pas noire comme les Indiens du Sud, pas blanche comme les Chinois, avec des cheveux pas noirs comme les Chinois, avec une taille de 2 mètres qu'on ne rencontrait absolument pas chez les Chinois, ni chez les Indiens. Et cet homme regarde l'empereur. Donc en 64, au moment où Thomas quitte l'Inde. Et l'empereur demande une enquête. Voilà, c'est ça ce que raconte le texte. Alors, quand on est à la capitale, ici, Luoyang, on a une route de la mer, une route intérieure de la mer, qui va depuis l'ancienne capitale qui est Xi'an, donc près duquel était la base des Assyro-Chaldéens pour la grande évangélisation de la Chine au 7e siècle. Vous avez une ville qui s'appelle Kaifeng,
une ville qui s'appelle Suzhou et un port qui s'appelle Liaoning. Et moi j'étais à Nanking ici, parce que toute cette zone-là est la province maritime, dont la capitale historique est Suzhou, qui est une province qui, dans la tradition de l'Empire, était une province impériale, c'est-à-dire que c'était un membre de la famille de l'empereur qui en était gouverneur. Dans ce cas-là, c'est le frère de l'empereur régnant, qui s'appelle Ying, et qui est le frère de l'empereur Ningdi. Donc, on ne peut ni faire du culte, ni graver quoi que ce soit de façon visible, un panneau publicitaire sans l'avis du gouverneur. Alors, voilà cette chose. Je rencontre donc un prêtre de l'église souterraine qui me dit la chose suivante. Il faut reprendre l'enquête en ces 4 points et nous dire si c'est, il ne dit pas de dire si c'est Thomas, mais de dire, nous dit qu'est-ce que c'est ce qu'on a trouvé d'après votre expérience de l'église primitive. Vous pouvez dire qu'il se doutait bien, s'il me demandait à moi, spécialiste de l'église des apôtres, de m'intéresser à ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'église des apôtres? Donc, je vous donne des éléments. Nous voyons que c'est la capitale. Kaifeng, Matteo Ricci reçoit, quand il est à Pékin, la visite des délégations de juifs de Kaifeng qui lui disent la chose suivante. Nous sommes des juifs et des chrétiens. Pourriez-vous être notre prêtre? C'est impossible, Matteo Ricci, de quitter l'empereur. Il a signé à côté de l'empereur. Mais ça veut dire qu'à l'époque de Matteo Ricci, existait toujours à Kaifeng une communauté juive dont la tradition est qu'ils ont été fondés au 1er siècle sous cet empereur Mehdi. Deuxième point, à Suzhou, c'est là que réside le frère de l'empereur, le prince Ying. Or, un autre texte des chroniques de l'époque des Han dit la chose suivante. Le prince Ying, on pourrait dire passionné des problèmes spirituels, fit confiance et se convertit à la foi qui lui était proposée. Cette voie supprimait les sacrifices et leur préférait le jeûne et la prière. Elle proposait une vie de sagesse et de bonté. Le prince Ying se convertit au christianisme. Et c'est donc lui qui permet, en fait, après, la gravure rupestre, dont celle que je vous ai présentée dans le Nord-Midi, puisque c'est sur son territoire que se fait cette chose-là. Alors, quand en partant du port Touche-Nuage, qui est bien dans là, quand on part de ce port-là, on a de part et d'autre 2 sculptures, que vous voyez là, qui ont été, d'après toute la tradition et l'identification archéologique, qui ont été faites au IIe siècle avant Jésus-Christ par l'empereur Qizhuangdi, c'est-à-dire le fondateur, celui qui a fait l'armée enterrée, dont vous avez tous entendu parler, et dont la capitale est Xi'an, parce qu'on a près de Xi'an. Donc c'est la route impériale qui mène à la capitale ancienne et dont le témoignage ici est fait par les éléphants du pouvoir et les crapauds qui représentent la richesse qui est apportée par la terre d'alluvion qui vient des fleuves ici. Alors, à cet endroit, donc tout de suite après ces 2 sculptures, on trouve sur la route de la route impériale, on va trouver, voilà,